Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Ferdinand, merci de venir ce soir pour nous présenter ton projet. Le temps que le reste des marmottes arrive tout doucement, je te propose de commencer par une petite présentation personnelle, nous dire un petit peu quel est ton background d'une manière générale et comment tu es arrivé dans la crypto globalement, et ainsi que comment tu t'es lancé, enfin tu es arrivé dans ce projet. Ferdinand, je suis développeur depuis 7-8 ans et je suis le développeur de SOPS, le protocole qu'on va présenter aujourd'hui. J'ai un background assez dev, ingénieur, école d'ingé classique, un master. Et j'ai découvert la crypto en 2018, fin 2018, depuis 2019, où je me suis un peu intéressé à la partie technique. Après avoir perdu quelques billets sur le Bitcoin, je me suis un peu intéressé à comment ça marche, pourquoi j'ai perdu ma thune. Et la curiosité m'a amené à s'intéresser à Ethereum, à s'intéresser à la communauté crypto. Et du coup, j'ai commencé ma carrière de développeur blockchain aussi. À partir de là, fin 2019, début 2020, je pense. Et aujourd'hui, je travaille en tant que développeur blockchain dans une des crypto top 50, dont je ne peux pas dire le nom. Euh, bon, c'est à peu près ça, mon background pour commencer. Et est-ce que maintenant tu saurais nous présenter ton projet dans les grandes lignes? On va pas rentrer en détail tout de suite. On va dire juste pour que les gens comprennent un petit peu le fonctionnement de ton projet. Ok. Dans le grande ligne, vite fait, qu'est-ce que SOBS? SOBS, c'est un protocole qui permet de faire des paiements récurrents en chain. Avec mon équipe, on a découvert un problème. On est parti d'où? C'est que personnellement, début 2018-2019, j'avais découvert les cryptos. Et si je pouvais mettre toute ma thune, je pouvais le mettre. Mais sauf que je pouvais pas parce que j'avais pas assez de thunes. Et dernièrement aussi, il y a un an, ça m'est encore arrivé la même chose. Le Bitcoin était à 15K, je voulais l'acheter, mais je n'avais pas assez de thunes. Et du coup, m'est venue l'idée, comme je suis développeur, d'un projet d'achat de crypto à crédit. Genre, tu achètes le Bitcoin à crédit et après tu payes. Il y a quelqu'un qui te finance. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce projet, mais le premier problème que j'avais découvert avec ce projet, c'est que c'était impossible de faire les paiements récurrents avec des cryptos. Et je me suis dit, peut-être il y a quelqu'un qui a déjà résolu ce problème, je vais aller chercher cette solution. Et je le cherche, je le trouve pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé des solutions, quelques solutions qui semblaient faire le job, mais ça ne faisait pas du tout des paiements récurrents. Soit l'utilisateur était obligé de faire les paiements récurrents lui-même, soit c'était trop compliqué, c'était trop tech. Et je me suis donc lancé dans cette aventure, créer un protocole qui va justement permettre de faire ce type de use case-là, c'est-à-dire faire des paiements récurrents on-chain, permettre tout ce qui est abonnement, tout ce qui est paiement automatique avec les cryptos. Aujourd'hui, dans le monde du Web 2, c'est un peu ce qui mène là-dedans, c'est-à-dire quasiment tous les services qu'on consomme aujourd'hui, que ce soit nos loyers, Netflix ou à peu près tous les services sont des paiements récurrents, fonctionnent par paiement récurrent. Donc, je me suis dit, ça serait pas mal d'amener aussi ce use case sur la blockchain, permettre aux DApp, aux DIAP, aux entreprises Web3 de faire des paiements, d'accepter les cryptos comme moyen de paiement récurrent. Donc, c'est un peu ça l'histoire du projet. Et le protocole peut avoir plusieurs use cases, que ce soit des paiements, des abonnements, du DCA ou permettre à une plateforme de rémunérer ses utilisateurs avec des cryptos de manière récurrente ou payer sa dette de manière récurrente. Donc, on peut imaginer plein de use cases pour le projet. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Bah, écoute, ouais, ça me semble plutôt clair. Donc, si je résume bien, c'est un protocole qui permet en fait de faire des dépenses récurrentes et à ces dépenses récurrentes, on peut associer un tas de use cases différents. On va dire par exemple le style des abonnements qui parle à tout le monde, ainsi que voilà, le DCA, etc. C'est bien ça? Exactement. Ok, magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la team? Donc, combien vous êtes à avoir fondé ce projet? Est-ce que vous avez un petit peu des partenaires stratégiques? Enfin bref, parle-nous un petit peu du fonctionnement interne de votre entreprise, de votre DAO. Raconte-nous un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, on n'est pas encore une DAO, c'est juste une team de 3-4 personnes qui bossent sur le projet. On est principalement deux founders, moi et mon cofondeur qui s'appelle Esteban. Euh,
avec lequel on a commencé par travailler sur le projet il y a un an, à peu près un an. Et dernièrement, on est rentré en contact avec quelques advisors qui aiment bien le projet et qui nous conseillent sur les points stratégiques, les points marketing, ouais, tout ce qui est marketing pour le projet. Et on a quelques partenaires, on commence à avoir quelques partenaires dont je ne peux pas donner le nom malheureusement ici, mais ouais, c'est un peu ça. Ok, ça marche. Donc, du coup, tu peux pas nous donner des partenaires, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu ne peux pas encore parler de ces partenaires? Non, pourquoi je peux pas en parler justement parce que on est en plein négociation de ce qu'on peut faire ou ce que pas, on peut pas faire ensemble. Donc je préfère pas donner les noms, mais c'est assez lourd quand même, je peux dire. Ok, ouais, c'est parce que vous êtes encore en cours de négociation, qu'il n'y a rien de ficelé, Ouais. pour lequel vous pouvez pas vous avancer. Ok, ça marche. Écoute, je te propose de passer sur une petite question marmotte. Euh, Quel est l'endroit le plus exotique où tu aies fait l'amour? Dans un bar. Dans un bar, ok. Ouais. Il était ouvert ce bar, il y avait du monde? Non, je ne peux pas en savoir plus. Dans les toilettes, il y avait du monde, ouais. C'était le soir d'Halloween. Ça marche, merci pour ces détails. Allez, on va repartir un petit peu sur le projet. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, est-ce que vous avez fait comment vous vous êtes lancé? Donc, est-ce que vous êtes actuellement déjà à plein temps dessus? Et si oui, comment vous vous financez? Est-ce que vous avez déjà effectué une première levée de fonds quelque part? Et Euh, oui, on va déjà répondre à ça. pour commencer par les levées de fonds, non, on n'a pas du tout levé de fonds. Pour l'instant, on bosse sur nos fonds propres, moi et mon cofondeur. On s'est pas encore lancé en mainnet. Il faut savoir aujourd'hui le protocole est en testnet sur sur les réseaux de test EVM, tout ce qui est compatible avec la machine virtuelle d'Ethereum. On n'a pas levé de fonds et on n'est pas en process de lever de fonds parce que pour l'instant on s'est dit que c'est pas quelque chose qu'on veut. On a construit par nous-mêmes, de nous-mêmes, un produit qui est déjà assez fonctionnel, qui fonctionne bien et on souhaite d'abord faire tout ce qui est acquisition client, essayer de faire valoir le produit, de voir si ça vaut le coup avant de potentiellement aller comment dire, sur ce niveau-là, c'est-à-dire lever des fonds, aller voir les VC, etc. Et maintenant, une fois que soit que vous aurez levé des fonds, ou soit que vous serez passé un petit peu en mainnet, etc. Bref, quand la machine sera lancée chez vous, comment est-ce que vous allez générer des revenus? Parce que je pense que vous ne faites pas ça pour la gloire. Enfin bref, quel va être le modèle économique de votre projet? Alors aujourd'hui, le modèle économique de notre projet, c'est assez simple, c'est-à-dire on prend 2% de chaque transaction récurrente qu'on fait sur la chaîne. Donc, si une entreprise aujourd'hui utilise Subs comme moyen de paiement pour permettre à ses utilisateurs de s'abonner à son service, nous, à chaque fois que l'utilisateur va être débité, que ce soit tous les mois, tous les ans ou tous les semaines, on va prendre 2% de cette transaction. Et en ce qui, je me souviens pas assez bien de ta deuxième question, tu peux le redire, s'il te plaît? Alors, ouais, bah, c'était grosso modo, tu y as répondu, c'était savoir comment vous alliez vous rémunérer. Donc, visiblement, c'est via les 2%. Et donc, il y a peut-être une autre incentive économique, enfin, un autre modèle économique sur lequel va graviter votre projet. Euh, non, pour l'instant, c'est ça. C'est que les 2%. On réfléchit potentiellement à mettre en place un abonnement pour ceux qui veulent utiliser le protocole comme moyen d'abonnement dans leur service. C'est-à-dire, si imagine, tu as une application dans Subs qui permet de faire des paiements récurrents dans ton application, c'est OK, c'est cool. Mais si tu veux rajouter des trucs en plus, c'est-à-dire que tout ce qui est les factures, on gère les factures pour toi, tout ce qui est les modes d'utilisation du protocole, que ce soit les API, le nombre de calls sur les API, tout ça, on peut potentiellement mettre en place un autre mode de revenus pour nos utilisateurs, mais actuellement, c'est que les 2% qui est fonctionnel en l'état actuel du protocole.
Donc on a vu un petit peu votre modèle économique. Euh, le design de votre projet est assez simple. Est-ce que vous avez une stratégie marketing? Parce que je pense que c'est ce qui va être déterminant pour votre développement. Est-ce que vous avez une stratégie marketing qui est déjà, on va dire, élaborée, avancée? Enfin bref, racontez-nous un petit peu votre stratégie marketing, comment vous comptez percer, comment vous comptez vous faire connaître, euh, quelles vont être vos cibles? Est-ce que vous allez plus cibler d'abord du particulier? Est-ce que vous allez d'abord frapper à la boîte de grosses entreprises? Plutôt Web 2, plutôt Web 3, enfin bref, nous décrire un peu l'ensemble de la stratégie marketing qui, à mon sens, est très importante pour votre projet. Ouais, tu as tout à fait raison, c'est très important. Et pour être tout à fait clair, comme on n'a pas de fonds actuellement, on peut pas lancer une grosse campagne marketing, on peut pas faire du gros marketing. Donc ce qu'on fait et ce qu'on a prévu de faire, c'est d'aller vers tous les canaux d'acquisition qui sont comme les incubateurs, comme les fondations blockchain. Chez les incubateurs, par exemple, on va trouver les projets qui sont en train de se lancer, les petites diapes qui sont en train de se lancer. Donc, pouvoir faire des partenariats stratégiques avec ces projets-là qui peuvent utiliser Subs pour que ce soit de l'abonnement ou un autre use case. Et avec les fondations blockchain aussi, c'est un peu la même chose. Aller potentiellement acquérir des grants, même si c'est pas des grants, participer au programme de start-up de ces blockchains-là, comme je sais pas si vous connaissez le Polygon Village, par exemple, c'est euh, un peu je dirais pas un incubateur, mais un programme pour financer, pour aider les startups de la blockchain Polygon. En gros, tous les blockchains ont un peu ça, donc on se tourne pas mal vers ce genre de trucs-là pour essayer d'acquérir les premiers clients, essayer de faire valoir les use cases du protocole pour qu'ils utilisent là. Et on est assez convaincu que avec ça, ça peut faire un effet boule de neige, c'est-à-dire si on produit, imaginons une grosse diap de l'écosystème Polygon ou Avalanche utilise Subs aujourd'hui, le fait juste que ses clients s'abonnent avec Subs ou qui y écrit Subs sur le site amènera plein d'utilisateurs à voir ah ouais, qu'est-ce que Subs, je m'abonne avec mon wallet, avec ce protocole, est-ce que c'est sécurisé ou pas, comment ça marche. Donc ça peut faire un effet boule de neige et c'est un peu sur ça qu'on mise actuellement incubateurs, les fondations blockchain pour acquérir les premiers utilisateurs, c'est-à-dire les premières entreprises qui peuvent utiliser SEPS. Ça marche. Donc, si j'ai bien compris, vous allez quand même viser essentiellement le Web 3 pour commencer votre développement. Ouais, exactement. J'ai pas trop parlé de ça, mais ouais, le Web 3 pour commencer, et potentiellement après, si on se plante bien dans le Web 3, aller vers le Web 2, ou pourquoi pas aussi essayer de faire les jeux de jeu aux boîtes Web 2 qui ont déjà un pas dans le Web 3, comme qui ont par exemple fait des collections NFT ou quoi, qui ont principalement déjà entendu parler du Web 3 et qui souhaitent faire des trucs dedans. Mais comment dire, on fait pas du tout de communication, on, on n'essaie pas du tout d'aborder des boîtes Web 2 qui ont pas de business crypto, qui s'intéressent pas au Web 3. Du moins, c'est pas pour le moment, mais après, oui. Pas de souci, c'est votre, c'est votre choix, c'est vous qui menez la barque et qui, j'espère, arrivera à destination. Écoute, je pense qu'on va pouvoir attaquer la dernière grosse brique de présentation de ce projet. Même si tu as déjà un petit peu commencé à nous en parler au travers de la stratégie marketing, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vision que vous avez de votre roadmap, enfin si on a une qui est définie, quand est-ce que vous comptez par exemple vous lancer sur le mainnet, quand est-ce que vous comptez lancer un petit peu les opérations marketing, donc pas besoin d'avoir des dates précises, hein, mais juste avoir un petit peu l'ordre chronologique de comment votre projet va avancer, on va dire, sur une période de court et moyen terme. En ce qui concerne la vision marketing du projet et ce qu'on a comme vision actuellement, c'est euh, déjà le lancement mainnet. Je pense que ça va être max fin de ce mois ou début du mois de décembre parce qu'on commence à avoir pas mal de petites entreprises qui sont intéressées par le produit et qui souhaitent l'utiliser. Donc,
qui sont actuellement en train de faire des tests sur les réseaux de tests. Donc, je pense s'ils ils finissent les tests et tout se passe bien, bon, on va passer en testnet. Et après ça, après s'être lancé en mainnet, je pense le but va être d'acquérir au moins 10 ou 20 entreprises pour qu'ils utilisent le projet et que ça soit top. La grosse roadmap pour nous, je pense, le truc qu'on veut aussi faire, c'est faire toute une abstraction de réseau. Genre rendre le truc vraiment plus safe. Genre, si quand par exemple un utilisateur, c'est pas un utilisateur lambda veut s'abonner avec Subs par exemple, qui n'est pas à faire tout, à gérer tout ce qui sont les soucis de réseau, c'est-à-dire choisir, je vais payer sur Polygon, donc je dois avoir des fees sur Polygon. Je vais payer sur Avalanche, donc je dois switcher mon network sur Avalanche, je dois payer sur Avalanche. Actuellement, on a déjà fait une première break de ça, c'est-à-dire le protocole est ce qu'on appelle feeless, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir les fees pour s'abonner à une application. Tu as juste besoin de faire une transaction d'approval, juste approuve tes tokens pour faire ça. Et donc, je pense que c'est un peu ça la- le gros truc qu'on veut faire d'ici fin de Q2 2024. Essayer de rendre le protocole le plus moins crypto-visuel possible, c'est-à-dire pour les utilisateurs qui n'y connaissent rien à la crypto puissent l'utiliser aussi, quoi. Ça marche. Donc, on va dire un début d'activité pour courant 2024. Ouais. On va se Ok. lancer en mainnet avant, mais ça va être Ouais, ça, ouais. ce que j'ai compris, ouais, le mainnet d'ici fin d'année et courant 2024, vous commencez, on va dire, un petit peu les opérations de commencer à lancer votre protocole, étant donné que je pense qu'une fois que le mainnet est lancé, vous allez commencer à faire fonctionner un petit peu tout ça. Ouais. Ok, ok. Bon, on va passer un petit peu aux différentes questions. Alors, je vais en profiter pour rebondir sur une question de Corben Dallas, hein, qui est un de nos fidèles diggers de la commu. Il pose toujours plein de questions dans le chat. Il a fait une petite remarque qui est assez pertinente. Je voulais l'amener un petit peu plus tard, mais je pense qu'on va commencer à rebondir tout de suite dessus. Vos abonnés sur Twitter, il y a très peu d'abonnés. Donc, si je ne dis pas de bêtises, votre Twitter est également assez jeune. Mais pourquoi ne pas commencer à communiquer tout doucement avec, histoire de commencer à ramener un petit peu de monde sur votre compte Twitter pour commencer à faire du bruit tout doucement? Parce que comme tu l'as souligné tout à l'heure, effectivement, la partie marketing est importante et la partie donc visibilité de votre compte Twitter est également, à mon sens, du moins, tout aussi importante. Ouais, ouais, c'est très important. On n'a pas commencé par communiquer sur Twitter parce que je vais pas dire qu'on n'a pas le temps, mais c'est un peu ça. Avec mon cofondateur, on est de tech, donc on se concentre principalement sur le côté tech du projet. Et on a eu on s'est dit, en choisissant Twitter, LinkedIn, par quoi est-ce qu'on peut directement s'adresser aux entreprises et essayer de les aborder pour qu'ils s'intéressent au projet. Bon, on s'est dit que LinkedIn, c'est un peu euh, le réseau le plus utilisé par les entreprises, même si Twitter, c'est plus même si Twitter, dans le cadre de la crypto, c'est le plus utilisé. On a fait le choix de LinkedIn, mais je pense qu'on va aussi commencer par communiquer sur le projet, sur Twitter aussi. Et d'ailleurs, on cherche un CM, un community manager, quelqu'un qui serait intéressé par le projet, qui serait intéressé par la vision du projet, qui aime bien le projet et qui potentiellement pourrait s'intéresser à être community manager, c'est-à-dire que ce soit Twitter, LinkedIn ou la plupart de nos réseaux, ou écrire des blog posts ou des threads sur le projet. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, je pense qu'il y a une marmotte qui vient d'être pingée. On a quelques talents chez nous qui sont toujours à l'écoute d'opportunités. N'hésitera pas à te les envoyer. Il y a Monsieur Anno Marmoto qui demande si c'est un poste rémunéré, le Ouais, community ouais, ça manager. peut Ouais. être rémunéré, ouais, ouais. Rémunéré ou la personne est carrément intéressée par le projet et il veut nous aider sur le truc, mais oui, c'est rémunéré.
Ça dépend de la vision qu'a celui qui veut bien bosser sur cette partie du projet, mais ouais, rémunéré. À Ok, ça discuter marche. de combien ou de comment, mais ouais. Oui, oui, bah, je me doute que vous allez pas proposer un salaire de 100K par mois pour community manager. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est un point important à souligner parce qu'il y a des fois des personnes qui réclament des community managers, mais en mode, stagiaire, si je puis dire, on va dire de manière bénévole. Et Ouais, il y a des personnes qui qui sont déjà bons dans ce domaine-là, mais qui, bah, du coup, attendent quand même une petite, récompense pécuniaire, en contrepartie. Eh bien, merci pour ces petites précisions. Si je peux me permettre, tout à l'heure, tu as soulevé que vous vouliez d'abord attaquer le Web 3 avant le Web 2. Par contre, la démarche, du coup, au niveau des réseaux est un petit peu inversée. Vous êtes plus présent sur LinkedIn, qui est à mon sens beaucoup plus Web 2, que sur Twitter, qui lui est beaucoup plus Web 3. C'est ouais, juste la petite remarque que je fais. Alors après, voilà, je pense que vous êtes, vous êtes des développeurs, vous avez la tête dans votre guidon, c'est peut-être pas des réflexions spécialement que vous avez, mais moi, c'est le premier point de vue quand tu m'expliques ça qui me saute aux yeux, c'est que ouais, c'est pas concordant avec la stratégie que tu m'as annoncée. ouais, ouais, ok, je vois. Il y a pas mal de boîtes Web3 aussi sur LinkedIn, hein. La plupart des boîtes qui sont sur eux sont LinkedIn. Après, on a principalement choisi LinkedIn pour ce cas d'usage-là, c'est-à-dire attaquer les boîtes qui ont vraiment envie de faire un truc dans la crypto, qui sont sur eux, pas juste un énième shitcoin qui s'est lancé ou un énième projet crypto qui s'est lancé la semaine dernière et qui va supprimer son compte la semaine prochaine, quoi. Donc c'est surtout pour ça qu'on a fait ce choix-là, mais tu as totalement raison. Être sur Twitter, c'est primordial pour le Web3. Ouais, ouais, je pense que même si on a des réseaux un petit peu concurrents, hein, comme Nostr, hein, ou des choses dans le genre qui commencent à émerger, pour l'instant, Twitter reste la référence, en tout cas de mon point de vue. Euh, Tu as parlé, je vais revenir un petit peu sur ton modèle économique. Tout à l'heure, donc, tu as parlé de prendre 2% sur chaque transaction. Qui va payer en fait ces 2%? Est-ce que c'est la personne qui s'abonne ou est-ce que c'est celui qui propose l'abonnement? Enfin, on va dire celui qui envoie les sous ou celui qui les reçoit du coup. Ah, c'est celui qui les reçoit. Dans le protocole, on a ce qu'on appelle les créateurs d'applications et les abonnés. C'est-à-dire aujourd'hui, si Doc Marmot vient sur Sauce, crée une application d'abonnement et que il veut que sa communauté s'abonne à son application pour lui faire des donations récurrentes ou un autre type de use case, par exemple, si tu choisis, imaginons que tu choisis 10 USDT, bah, tes utilisateurs vont payer 10 USDT, mais tu vas pas recevoir 10 USDT. Nous, on va prendre 2% de ces 10 USDT. Je pense qu'effectivement, ce serait bonsoir Konohime. Je pense que ce serait effectivement de faire un petit cadre d'usage pour que bah, les personnes comprennent bien comment ça peut fonctionner. Euh, Admettons, demain, je souhaite mettre pas un système de donation, mais un système d'abonnement. Donc on va dire que je mets un service, peu importe le service, hein, on va dire un service qui est accessible depuis une page web qui permet de voir des vidéos ou d'avoir de chatter avec différentes personnalités. Enfin bref, peu importe le service derrière, je décide de passer par vous pour créer le système d'abonnement. Euh, Comment je peux m'assurer que les personnes qui ont payé, du coup, ont bien accès à mon service et qu'une fois qu'ils ne payent plus, ils n'ont plus accès à mon service? Comment vous gérez ça de votre côté? Alors ça va dépendre de ton service, c'est-à-dire si, imaginons, ton service, tu as un site web classique comme la plupart des applications, on a une API que tu peux directement appeler, une méthode dans l'API qui te permet de nous demander est-ce que cet utilisateur-là est
mon abonné. Et s'il est mon abonné, il a quel paiement, il paie combien par mois, etc. Et on te donne toutes ces informations sans que tu n'aies pas de connaissances techniques ou quoi. On est aussi en train de voir avec tout ce qui est bot Discord, Telegram, par exemple, pour les petits business qui n'ont pas de site web ou pour les petits influenceurs qui veulent mettre en place un truc vite fait sur Discord ou Telegram. C'est-à-dire, tu mets en place ton abonnement sur Sub, tu as un bot Discord qui va aller checker si l'utilisateur qui appartient au Discord ou au Telegram est à jour ou pas. Donc, ça dépend un peu du use case que tu peux faire, mais la plupart, c'est-à-dire les entreprises, vont plutôt passer par les l'API pour demander à ce que cet utilisateur est mon abonné ou pas, est-ce que son paiement est à jour ou pas. Et tu auras aussi cette deuxième partie d'influenceurs ou d'autres services qui n'ont pas de site web, qui vont passer par ça. Ou tu peux aussi avoir, qui vont passer par Discord ou Telegram, ou tu peux aussi avoir tout ce qui sont les développeurs qui ont des contrats et qui utilisent leurs contrats pour faire des abonnements eux-mêmes, c'est-à-dire ils vont plutôt appeler, on a aussi mis en place, on a publié notre ABI qui est sur notre doc, où les développeurs peuvent appeler notre contrat directement dans l'heure pour vérifier si un utilisateur est à jour ou pas. On a différentes, en fait, vu par rapport au type de créateur qui veut utiliser le protocole, on a différentes solutions qui permettent de voir si quelqu'un est à jour ou pas. Ça marche. Parce qu'effectivement, je pense que ça, c'est un point qui peut être intéressant. Parce que donc là, si j'ai bien compris, ça va dans un premier temps essentiellement s'adresser à des développeurs, votre projet, pour pouvoir l'intégrer via votre API. Donc il va y avoir une partie centralisée, si je puis dire. Donc il faudra passer par vos serveurs, vos sites web, etc. pour pouvoir se connecter sur l'API, fournir interconnecter les différents services. Et une autre partie qui sera on-chain, donc vos contrats qui permettent en fait de faire les prélèvements et systèmes d'abonnement, donation, etc. auprès des utilisateurs. Mais demain, je pense que vous avez moyen de toucher un plus large public si vous commencez à proposer des solutions comme on en voit un peu partout, des solutions no-code. Par exemple, comme tu le disais, un influenceur qui veut proposer une page sur son site web, je pense que si vous lui donnez une solution clé en main, en disant bah voilà, maintenant tu peux te créer facilement ton site web, tu as juste à intégrer ce plugin là, enfin des trucs on va dire accessibles à des personnes qui sont pas développeurs. Je pense que vous auriez une bonne part de marché à prendre là-dessus, quoi. Ah ouais, ouais. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais oui, actuellement c'est ce qu'on a. On a des solutions de no code avec ce qu'on appelle par exemple le subs widget, où tu as un truc en no code ou un petit widget que tu copie-colles dans ton application et tu as ta sub sur ton site. Ou encore, tu peux avoir ta propre application sur subs. Imaginons, t'es aujourd'hui, tu veux mettre en place un service et tu veux pas coder un site web ou quoi, tu veux juste avoir une page où tes utilisateurs peuvent t'abonner. Tu peux avoir ta propre page sur notre site pour que tes utilisateurs viennent t'abonner à ton service. Donc, on a tout ça aujourd'hui, oui. Ok, ça marche. Et c'est des services supplémentaires, ça, ou c'est compris dans les 2%? C'est compris dans le 2%. Alors, pour revenir un petit peu sur la partie modèle économique, est-ce que vous dites pas que, par exemple, admettons, demain vous signez un client qui va vous générer, je sais pas, 50 fois le volume de tous vos autres clients. Est-ce que ça serait pas plus intéressant pour lui? Enfin, du coup, est-ce qu'il se dirait pas 2%, c'est quand même un peu cher payé par rapport à tout ce que je ramène? Ouais, Est-ce que vous n'avez pas prévu d'autres systèmes, par exemple des systèmes au volume, de dire bah voilà, c'est 2%, mais si vous passez la barre s'il y a plus de 10 000 $ qui passent par chez nous chaque mois ou chaque année, et ben du coup on rabaisse à 1,5%, 1%, enfin bref, faire des tarifs dégressifs en fait par rapport au volume.
Ouais, tu as totalement raison et on a imaginé ça depuis le début du protocole. C'est pour ça que le système de fees est dynamique, c'est-à-dire c'est pas 2% constant pour tout le monde, ça peut varier en fonction du type d'utilisateur qui utilise le projet. Si, imaginons aujourd'hui Doc Marmot utilise Subs pour faire un type de use case classique ou je sais pas, et tout ce que tu viens de dire et on se met d'accord sur ça, bon, on peut mettre les fees à 1,5, 0 ou 0,5 et les autres applications dans le protocole peuvent être à 2% ou à autre chose. Le système de fees est dynamique, c'est pas un truc fixe qu'on comprend. On peut aussi négocier avec nos clients pour ça, ouais. Ok. Et donc les fees, vous les prenez directement on-chain au niveau du contrat? Ouais. Au fait, ce qui va se passer, c'est dans Sauce, comme je l'avais expliqué, on a ce qu'on appelle, on a trois types d'acteurs. On a les créateurs d'applications qui vont, dans notre cas, être par exemple les entreprises, les abonnés qui vont venir s'abonner à ces entreprises-là. Et on a en dessous ce qu'on appelle les régulateurs. C'est un terme qu'on a un peu mis dans le cadre de notre protocole, mais il faut savoir, ces régulateurs, ce sont les gens, et n'importe qui peut être régulateur aussi, je tiens à le préciser, ce n'est pas que ce sont des gens qui vont aller voir si, qui vont aller indexer les données de nos contrats et qui vont voir si un utilisateur est à jour ou pas. Et s'il est à jour, est-ce qu'il doit être prélevé ou pas? Est-ce qu'il a les fonds pour être prélevé ou pas? Et s'il n'a pas les fonds, est-ce qu'on le désactive ou pas? Tout ça, c'est des questions qui sont au préalable dans le contrat et qui sont préalables dans le contrat et qui sont facilement répondues. Donc, dans un cas classique, quand je reprends l'exemple de 10 USDT, ton utilisateur veut te payer 10 USDT par mois. Donc, on va aller prélever les utilisateurs et on va prélever 2% des 10 USDT qu'on va envoyer à notre wallet, au wallet des fees, et les 98% de ces 10 USDT qui va être directement envoyé à ton wallet, par exemple. D'accord. Et vous acceptez un certain type de token ou alors vous acceptez un peu tous les types de tokens? Euh, tous les, tous les ERC vend, tout ce qui est ERC vend sur quasi tout ce qui est EVM. Donc, actuellement, on est sur les testnets de Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism Non, je demandais et d'une manière générale si vous restiez par exemple que sur des stablecoins et des blue chips comme ETH, BTC, etc. donc, Wrapped ou ça non. dépend vraiment du créateur d'application, ça dépend de l'entreprise, ce qu'il veut accepter comme moyen de paiement récurrent. Ok. Du coup, je me dis que tout ça, ça fait quand même pas mal de paramètres au niveau de votre smart contract. Qui c'est qui va payer les fees à chaque fois? C'est les régulateurs dont tu nous as parlé tout à l'heure? Ouais, exactement, c'est les régulateurs, après avoir indexé les données, qui ont vu que l'utilisateur est à jour et est à jour ou pas, peut être relevé ou pas. C'est eux qui vont payer les fees sur la chaîne et envoyer, aller call notre smart contract pour faire ces transactions-là. Ok. Pour une Et du coup, ils sont rémunérés de quelle manière? Parce que, enfin, je vois pas l'intérêt. Moi, si demain je suis, mettons, régulateur, que je vois que tout est ok, que je peux déclencher le smart contract pour que tout se passe bien, que les abonnés soient prélevés et les fournisseurs de services soient payés. Qu'est-ce que je gagne, du coup, à aller exécuter un smart contract? Au début, l'objectif était d'avoir un token et de rémunérer les régulateurs en un certain nombre de tokens dont la valeur va être supérieure au montant de la transaction, au montant de fees de la transaction. Mais on a laissé de côté le token pour la V1 et pour notre V1 actuellement, tout le monde peut être régulateur, mais on peut rien gagner avec. C'est-à-dire que il y a personne aujourd'hui qui a intérêt à aller faire des transactions à moins qu'on soit le Père Noël et on ait envie de, de faire des transactions gratuitement. Donc aujourd'hui, il n'y a que nous qui sommes régulateurs sur le protocole. Et si en entreprise, ça aussi, comment dire, c'est un autre type de, je vais pas dire use case, mais de négociation qu'on a avec certaines entreprises auxquelles on dit, OK, vous ne voulez pas payer les 2%, vous avez le moyen vous-même d'aller exécuter vos transactions chez vos propres clients. Vous pouvez être régulateur de votre propre application et de ce cas-là, vous pouvez descendre à 1,5 de fees ou à 1% de fees, par exemple.
Actuellement, si tu es régulateur sur le protocole seul, c'est tu veux réguler les paiements des utilisateurs, tu n'as rien à gagner objectivement dans la version actuelle du protocole, dans la V1. Mais à l'avenir, c'est ce qu'on souhaite mettre en place. C'est ce qu'on a déjà mis en place d'ailleurs, mais juste qu'on a laissé de côté tout ce qui est token et tokenomics pour l'instant. Ok, donc il est fort à supposer qu'il y aurait un token qui sortirait si vous avez une V2, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. On va parler un petit peu de sécurité, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Est-ce que vous avez fait auditer vos contrats? Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de fonctions derrière. Est-ce que ce sont des contrats modifiables? C'est-à-dire qu'on peut... comment le terme... c'est upgradable Ouais. quand on dit. Est-ce que du coup, est-ce que vous allez les faire auditer ou est-ce que vous les avez déjà fait auditer avant de vous lancer en mainnet? Et est-ce que du coup vous êtes sur un contrat fixe ou upgradable pour ajouter des nouvelles fonctions, etc. au cours de l'aventure? Ouais, pour l'instant, on ne s'est pas encore fait auditer, mais on est en train de se faire auditer. On est en contact avec des entreprises qui vont nous auditer avant le lancement en mainnet. Et concernant l'upgradabilité, oui, on a des contrats upgradables, une partie de contrats qui sont nos librairies. Les bases de code de nos contrats sont des contrats qu'on peut modifier, mais qui ne peuvent pas modifier le storage de nos contrats. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, une partie de notre contrat est upgradable. Et en ce qui concerne la sécurité de notre protocole, on aime un peu dire que notre protocole est safe parce que on stocke aucun fond d'aucun utilisateur. Et il y a je vais pas dire qu'il y a aucun intérêt à aller pirater le protocole, mais c'est un peu ça, même si aujourd'hui tu as les droits d'accès full du protocole, tu peux objectivement rien faire avec, tu peux pas aller prélever, par exemple, imaginons euh, une entreprise crée une application sur Subs et j'approuve 1 million d'USDT sur cette application que je vais payer, je sais pas moi, 100 USDT tous les mois, même si le protocole se fait hacker, bah, le hacker objectivement ne peut pas te prélever les 1 million de tokens parce que ton paiement n'est pas encore à jour. Et même si ton paiement est à jour, il ne peut pas transférer les fonds vers ton wallet parce que les fonds ne peuvent partir de ton wallet que vers l'application auquel tu t'es abonné. Donc, il y a un peu ces petites mesures de sécurité dans l'application, mais c'est sûr que le grand public ne comprend pas ça et il va falloir se faire auditer par les plus grands noms du milieu pour être un peu, comment dire, pour être un peu, avoir l'air safe, quoi. Je pense que ouais, c'est super important. Enfin, si vous n'avez pas la case certification, si vous Ouais. allez frapper aux portes des grandes boîtes, ça passera jamais sans la certif. Et vous avez les fonds, parce un audit digne de ce nom, hein, je parle pas d'un audit certique sans vouloir leur lancer la Certif, pierre, c'est un quoi. peu devenu tout le, tout le monde se fout de leur gueule, quoi. Alors il y a Ouais. 1 an ou 2, c'était vraiment ceux qu'il faut aller voir. Et donc, ouais, voilà, enfin, je veux dire, si on veut passer du Peck Shield ou, enfin, bref, des grosses entités qui sont réputées pour leur qualité d'audit, ça coûte quand même un beau billet. C'est bon, vous avez de quoi les financer sur vos fonds propres. Pour Vous l'instant, avez- je vais pas te mentir, on n'est pas en contact avec ces entreprises-là, c'est-à-dire les plus grands du milieu qui vont auditer nos contrats. On est plutôt en contact avec les entreprises. Tu connais les entreprises qui sont actuellement en France ou dont on connaît les développeurs qui peuvent potentiellement nous aider sur ce côté-là. Mais on n'est pas en contact avec tout ce qui est PeckShield ou Code4 Arena, tout ce qui est audit décentralisé ou tout ça, parce que ça, ouais, il faut vraiment avoir les fonds, de gros fonds derrière pour faire ça, ce qu'on a clairement pas aujourd'hui. Justement, quand on parle de fonds, on voit que ça peut être quand même marié à votre développement. Donc, je sais pas combien vous avez en fonds personnels, mais j'imagine que bah, vous n'allez pas non plus, vous allez pas non plus mettre l'intégralité de votre fortune personnelle dans le projet. Est-ce que vous n'avez pas pensé à faire rentrer quelqu'un en tant qu'associé avec des fonds qui pourrait vous aider un petit peu? Ouais, Peut-être définir une structure autre qu'une DAO.
parce que une DAO sans token, vous aurez du mal un petit peu à la lancer. Après, vous pouvez toujours vous lancer en projet décentralisé, mais selon les entreprises que vous allez aller voir, si vous leur dites on est une entreprise décentralisée, on va travailler avec vous. Je pense qu'ils vont faire un infarctus au niveau comptabilité. Donc, Pardon. Ouais, t'as ouais, totalement, ouais. t'as totalement raison. Oui, mais ce qu'on s'est dit avec mon cofondateur pour le moment, c'est que on s'est dit pour le moment, on n'a pas besoin on n'a pas vraiment une urgence de fonds pour aller faire du marketing ou pour aller faire quoi que ce soit. Donc, on, on se base sur nos propres fonds aujourd'hui. On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose, mais on a ce qu'il faut pour payer les serveurs, on a ce qu'il faut pour... on est deux développeurs, on sait développer, on sait créer des applications, donc on essaie de faire avec pour l'instant. On essaie de parler à quelques incubateurs qui peuvent potentiellement nous aider sur d'autres parties du projet, que ce soit sur la vision marketing du projet ou sur autre chose, que ce soit structure ou pas. Mais dans un avenir proche, ouais, c'est une option qu'on va sûrement regarder parce qu'il va falloir faire grandir le projet, il va falloir passer aux choses plus sérieuses et il va falloir faire encore un peu plus que ce qu'on est en train de faire actuellement, quoi. Ouais, je pense que vraiment, ça serait dans votre intérêt de faire rentrer quelqu'un qui soit plus sur la partie driving de projet. Euh, vous puissiez vous concentrer, on va dire, un maximum sur la partie technique, qui, à mon avis, plus ça va aller, plus vous allez avoir des clients qui vont vous demander des spécificités, etc. Enfin bref, il va falloir trouver un moyen de vraiment industrialiser votre produit. Je pense que vous devriez aussi, et donc du coup, je vais pas aller trop vite, laisser une personne du coup sur la partie driving de projet qui va aller euh, démarcher des clients pour vous, qui va faire un peu le rôle de commercial. Je pense que ça pourrait être par exemple un CM avec une double casquette Ouais, ouais. qui va développer un peu votre projet, qui va aller toquer à la porte de diverses entreprises, etc. pour essayer de vous faire grossir. Peut-être essayer de trouver des fonds à droite et à gauche. Plutôt que de lancer un token, je pense que vous avez une idée de projet qui n'est pas délirante. Il pourrait y avoir qu'une paire de business angels qui seraient prêts à vous financer. Vous montez une petite structure. Je sais, de ce que j'ai compris, vous êtes basé en France. Vous pouvez vous déporter Ouais. dans quelques pays d'Europe qui vous assassineront pas trop avec les taxes. Après, il faut savoir qu'en France aussi, vous avez la possibilité, en tant que nouvelle technologie, d'avoir accès à pas mal d'aides. Donc ça, c'est pareil, en fait, c'est quelqu'un qui est habitué à l'entrepreneuriat, etc., qui pourra vous aider, qui pourra vous aiguiller là-dedans. Mais je pense que ça serait vraiment un élément à rajouter dans votre équipe pour justement aider à votre développement. Ouais. Euh, on va bifurquer sur un dernier point, parce qu'on arrive bientôt sur l'heure d'émission. Alors après, on pourra rester pour discuter un petit peu si tu veux, il y a aucun souci. C'est juste pour le replay, c'est que ça reste digeste pour les gens. Et forcément, j'ai oublié le dernier point que je voulais aborder. Je suis navré, la journée n'a pas été super facile de mon côté. C'est une question en rapport avec le protocole, en rapport Oh, sur la partie tech du protocole. ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que, justement, avant de vous lancer sur le mainnet, avant de lancer les audits, etc., est-ce que pour gagner un petit peu de temps, est-ce que vous lanceriez pas des campagnes de test Des campagnes de test, c'est-à-dire du genre, en restant en testnet, vous mettez deux, trois applications fictives pour que les gens comprennent bien vraiment comment ça fonctionne. Donc vous créez une fausse application d'abonnement Netflix on-chain, vous créez un système pour faire un DCA sur les testnets, etc., sur n'importe quelle crypto. Enfin bref, vous créez deux trois use cases qui sont vraiment parlants par rapport à ce qu'on peut retrouver, qui existe avec nos systèmes de cartes de crédit, etc. Mais où là justement vous venez vous substituer avec votre solution on-chain.
Et vous demandez à des gens de tester, et puis vous faites un espèce de petit bug bounty. Les personnes qui arrivent à trouver des bugs, vous leur filez une petite récompense. Pas spécialement grand-chose, mais ça peut par exemple être l'exonération de fee pour se servir de votre service, ou pendant un Ouais, an, pendant ouais, 6 mois, tu vois, enfin des petits trucs sans spécialement mettre la main au portefeuille, mais où les gens pourraient avoir quand même une incentive à essayer de trouver des bugs. Ça vous permettrait d'avoir déjà un premier débugage qui va vous ouais, éviter les carrément. premiers allers-retours avec les auditeurs, etc., quoi. Ouais, carrément pour l'instant, et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs avec les petits projets avec lesquels on boxe actuellement. Ils sont en train de tester le protocole en testnet, et eux vont nous permettre de nous ne pas construire ces use cases-là. C'est-à-dire, on travaille avec ces entreprises j'avais parlé d'une entreprise au début d'un type de use case qui peut être le remboursement d'une dette. C'est-à-dire, tu paies aujourd'hui, tu paies un truc aujourd'hui et tu paies après. Ça peut être des cryptos, ça peut être des NFT. On est typiquement en train de travailler avec ces entreprises-là, des entreprises qui souhaitent juste euh, utiliser Sales pour leurs moyens d'abonnement, ou des entreprises qui l'utilisent pour des remboursements de dettes, ou des gens qui veulent l'utiliser pour des donations récurrentes, les associations qui veulent l'utiliser pour leurs cotisations, ou leurs moyens les moyens de rentrer dans leur association. Il y a plusieurs use cases. Donc, au lieu de nous, développeurs de Source, être focus sur les use cases de l'application et de les développer nous-mêmes, on pense toujours que euh, c'est plutôt une bonne idée d'aller trouver les entreprises qui vont build ces use cases-là. Et de plus, si ces entreprises ont une communauté derrière qui va venir tester leurs produits, c'est encore un plus pour nous, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement avant de passer en mainnet. Ils sont actuellement en train d'implémenter le protocole, et on va voir comment ça se passe avant de. Si ça se passe pas bien, on va essayer de régler ce qui bug, et si ça se passe bien, on va passer en mainnet pour essayer d'aller le plus long possible. Ok, ouais, je pense que c'est effectivement la meilleure des stratégies. Et est-ce que je me souviens plus si tu nous as parlé ou pas de ces entreprises? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le style d'entreprise du coup qui est en train un petit peu de tester votre protocole? Oui, aujourd'hui, c'est principalement un protocole qui permet d'acheter des cryptos à crédit. C'est-à-dire, tu t'achètes ta crypto aujourd'hui et tu paies dans le temps pour après avoir ta crypto. C'est un exemple de use case pratique, ou de remboursement de dettes qu'on a un peu partout dans le web 2, ou t'as des sociétés qui sont pluguées sur Amazon. Tu paies sur Amazon et tu paies en 4 en 6 fois. Il y a un peu une entreprise qui veut faire ça avec Subs, et une autre aussi qui veut faire ça avec les NFT. T'achètes tes NFT, t'as pas les fonds, imagine t'as pas les fonds pour acheter tes NFT, t'achètes aujourd'hui, euh, tu fais travailler ton NFT avec le protocole, mais derrière tu payes tous les mois et si tu finis de payer, t'as, t'as accès à ton NFT. Et la plupart des entreprises qui actuellement veulent utiliser ça, à part ces deux qui l'utilisent pour les dettes, c'est tout ce qui est abonnement, permettre à l'utilisateur de leur payer 10 USDT, 10 DAI, 10 USDC par tous les mois, comme dans le Web 2, comme à peu près tous les services aujourd'hui dans le Web 2, comme les Prime, les Amazon Prime, ou les Netflix, ou les Spotify, ou tout ce qui est service un peu de SaaS, comme SaaS dans le Web d'aujourd'hui. Donc, la plupart des entreprises vont plutôt sur ce type de use case-là, c'est-à-dire un simple abonnement, permettre à leurs utilisateurs de payer en crypto avec SEPS. Ok, ouais, effectivement, je pense que c'est quand même à mon sens, hein, c'est le plus gros axe que vous avez à développer, c'est d'aller Ouais. voir des entreprises qui ont déjà des business qui fonctionnent, où les business c'est uniquement de la carte de crédit ou du PayPal, enfin bref, les grandes solutions qu'on connaît, et leur dire, voilà, maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut se plugger chez vous via la crypto, nous on a la solution, ça vous coûte autant, et je pense que c'est peut-être justement là où les 2% vont être un petit frein. Je pense que via les systèmes de cartes bancaires, ça leur coûte un poil moins cher, ou tout du moins quasiment la même chose. Donc selon les types de sociétés, il faudra peut-être jouer un petit peu sur le levier de vos 2% pour réussir à onboarder au début, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Eh bien écoute, merci de ta venue. Ça fait déjà 1 heure maintenant qu'on est là.
Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Eh bien, écoute, merci bien d'être venu. Merci de nous avoir présenté ton projet. Je pense que la route est encore longue, mais j'espère que tu es accroché, tu prêt à aller jusqu'au bout. En tout cas, je te souhaite de réussir, de réussir à passer tout du moins les plus grandes étapes. Et puis, bah, dans la vie d'un entrepreneur, des fois, ça arrive qu'on n'arrive pas jusqu'au bout de ses rêves, mais on apprend toujours et c'est toujours une source de motivation à continuer et à apprendre de ses erreurs. Bref, en tout cas, je te remercie vraiment pour ta venue, je te remercie pour toutes tes explications, je te remercie pour les Satoshi dans les tirelires des marmottes, et si je te laisse le mot de la fin, si tu veux nous rajouter un petit quelque chose. Heu, D'abord merci pour l'invitation, c'était un plaisir de discuter avec toi et merci aussi pour tous qui se sont intéressés au projet, ont posé des questions. Aujourd'hui, on est en recherche de un peu de tout ce qui est projet, tout ce qui est use case pour le truc. C'est sûr, il y a des use cases pratiques dans Web2 pour les paiements récurrents ou autres qu'on n'a pas encore pu explorer avec le projet. Donc, si vous avez des idées, si vous connaissez des gens qui ont des idées avec en lien avec tout ce qui est avec les paiements récurrents, bah, on serait ravi de discuter avec eux. N'hésitez pas à parler du projet à ces gens-là. On serait ravi de discuter avec eux pour voir ce qu'on peut faire ensemble avec le protocole. Super. Eh bien, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.